Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ici en direct depuis le studio du Figaro Imo pour cette 15e émission des Clés de l'Imo, les clés de l'immobilier. Comme chaque semaine, chaque vendredi, un expert ici en plateau pour vous donner de bons conseils, pour vous aider à éviter les pièges, vous qui avez un projet immobilier, vous qui souhaitez acheter une maison, un appartement, investir ou faire construire. Eh bien, on est là pour vous aider, pour vous donner de bons conseils. Alors après le financement dans le neuf, après l'achat-vente avec les notaires, aujourd'hui on va parler financement, on va parler crédit, on va parler assurance, on va parler taux d'intérêt avec un spécialiste dans le domaine du financement qu'on est très heureux d'avoir ici en plateau, c'est Nicolas Pécourt. Bonjour Nicolas. Bonjour Olivier. Alors, directeur de la communication du Crédit Foncier, tout d'abord un mot sur le Crédit Foncier. Alors, le Crédit Foncier est la filiale de crédit et services immobiliers du groupe BPCE. Et en particulier, nous avons une position particulière dans l'accession sociale à la propriété, mais également l'investissement locatif. Alors, on va voir donc avec vous, Nicolas, vous allez être très clair et très précis, je ne m'inquiète pas, pour répondre à toutes les questions. Merci à vous les internautes, vous avez été très nombreux, d'ailleurs de plus en plus nombreux à nous poser des questions pour ce rendez-vous hebdomadaire des Clés de l'Imo entre 13h et 13h30. Alors on commence par une première question sur le financement. C'est une question de Michel. Alors Michel nous dit, avec les remous économiques et fiscaux, comment, grande question, vont évoluer les taux d'intérêt en France ? Alors, c'est probablement une excellente question pour démarrer. Les taux d'intérêt, de façon historique, on ne le dira jamais assez, sont à des niveaux extrêmement bas. Si je me projette il y a 10 ans, les taux d'intérêt étaient aux alentours de 5%, on est aujourd'hui en moyenne autour de 1,5%. Concrètement, ça signifie que pour une même mensualité, une même durée, aujourd'hui, Michel, comme n'importe quel emprunteur, peut emprunter 30% de plus. C'est énorme. Et cerise sur le gâteau, depuis le début de l'année 2018, les taux d'intérêt dits déflatés, en fait, si je prends le taux d'intérêt de crédit immobilier et que je soustrais l'inflation, on est sur des taux d'intérêt de crédit immobilier qui sont même négatifs. C'est quasiment du jamais vu. Alors, oui, et on est à 1,44% en moyenne, toute durée confondue actuellement. Voilà, c'est la dernière publication du baromètre CSA Crédit Logement. Et donc, on est vraiment dans une situation où le pouvoir d'achat immobilier est favorisé par des taux d'intérêt très bas. Alors, la question, néanmoins, c'était... oui, il faut répondre à Michel, bien sûr. Est-ce que les taux d'intérêt vont augmenter ? J'ai envie d'abord, Olivier, de vous répondre. Ça fait quand même plusieurs années que vous nous posez la question et plusieurs années qu'on vous répond, oui, ils vont augmenter. Et puis, faisons preuve d'humilité, on s'est à chaque fois trompé, l'année dernière notamment, et on voit cette année, fin 2018, les taux sont à peu près au même niveau qu'en début d'année. Néanmoins, je pense qu'on peut effectivement escompter pour 2019 une très légère hausse des taux d'intérêt. Alors ce sera une hausse qui va être très progressive. On le voit bien, on voit mal la BCE augmenter ses taux directeurs de façon très importante. Oui, parce que Nicolas, quelles sont les raisons objectives d'une remontée des taux ? Quels sont les éléments en fait qui vont marquer cette remontée progressive des taux alors ? On a vu, on a un contexte économique, on sait les soutiens publics, au travers notamment des banques centrales qui ont été apportés, donc avec une politique de taux bas qui a eu une efficacité, on l'a vu sur le marché immobilier. Et donc naturellement, les banques centrales, on l'a vu, on le voit notamment aux États-Unis avec la Fed depuis 2 ans maintenant, donc remontent leurs taux. Mais ce sera somme toute probablement des remontées très progressives. Et donc on va rester, en tout cas pour les prochains mois, sur des niveaux de taux d'intérêt qui vont rester très bas. Donc la réponse apportée à Michel, c'est oui, il faut en profiter. Oui, les taux d'intérêt aujourd'hui sont à des niveaux historiquement bas. En revanche, probablement, encore d'ici quelques mois, les taux devraient rester à des niveaux très intéressants. C'est-à-dire, vous pensez, Nicolas, en fait, qu'ils vont rester sous la barre psychologique des 2% en moyenne, toute durée confondue, c'est ça, au moins jusqu'à quoi, la fin du premier trimestre 2019, deuxième trimestre, à quelle échéance? Alors je me souviens en 2015, quand on était tangenté les 2%, tout le monde disait jamais on descendra autour de 2%. Ça fait 2 ans et demi qu'on est sous les 2%. Probablement, on restera sur des niveaux très faibles encore pendant quelques mois. Oui. Mais puis la question sous-jacente, j'imagine, de Michel, c'est bien sûr
la situation économique au niveau européen, à l'échelle européenne, mais bon, si ça se durcit en France, si les conditions économiques, bon, on ne va pas anticiper sur ce qui se passe en ce moment avec les événements, mais ça peut aussi avoir un impact, notamment chez les établissements prêteurs. Alors, ça peut avoir un impact, mais on le voit aux États-Unis, la Fed avait annoncé des remontées de taux plus fréquentes, et justement, compte tenu d'un contexte économique, en tout cas dans les prévisions, qui tendraient à se modifier quelque peu, la Fed a commencé à annoncer qu'il n'y aurait peut-être pas autant de hausse de taux qu'on l'attendait. En tout cas, côté européen, il n'y aura probablement pas de remontée des taux directeurs extrêmement importants. Bon, donc pour l'instant, en tout cas, prudence, vigilance, mais pas trop d'inquiétude. En tout cas, un sentiment de confiance pour 2019 sur l'évolution des taux d'intérêt, selon vous, Nicolas. Exactement, mais surtout pas d'inquiétude, mais surtout, effectivement, une période particulière dans le monde immobilier, avec des taux d'intérêt qui apportent, encore une fois, un pouvoir d'achat immobilier. On le voit au niveau de la primo-accession, on le voit également sur l'investissement locatif, et qui permet aux particuliers aujourd'hui d'emprunter davantage. Même si, bon, parallèlement, on sait que les taux d'intérêt sont bas, ça ne veut pas dire que les prix de l'immobilier sont bas. Ils sont encore assez élevés, en tout cas à Paris, on voit Bordeaux, Lyon sont des villes qui progressent beaucoup. Il y a encore des villes où il reste intéressant d'investir, où on peut être propriétaire pour moins de 2 000 € par mètre carré sur des villes moyennes, mais il faut toujours avoir ce ratio en tête. Hein. Alors, taux d'intérêt, prix de l'immobilier, c'est le pouvoir d'achat. En fait, à dire vrai, on a eu une sorte de période presque idéal. C'était 2008 à 2015. De 2008 à 2015, les taux d'intérêt ont baissé, ont beaucoup baissé, je l'évoquais tout à l'heure. On est passé d'un peu plus de 5% à 1,50%, donc un pouvoir d'achat accru de 30%. Et pendant cette période, tout confondu, neuf, ancien, quels que soient les territoires, les prix immobiliers sont restés globalement stables. Si on prend les chiffres de l'INSEE, on a une augmentation de 2%. En revanche, depuis 2 ans, et notamment dans les grandes villes, les grandes agglomérations, vous l'avez évoqué, on peut citer évidemment Paris, mais on peut citer Bordeaux, exemple emblématique, et Lyon, les prix immobiliers tendent depuis 2 ans à augmenter de façon très significative, et évidemment, ça vient gommer cet effet solvabilisateur apporté par les taux d'intérêt. Très bien. Question suivante, alors question de Muriel. Existe-t-il des organismes qui octroient un crédit immobilier à des personnes qui n'ont pas de CDI, mais ayant presque toujours du travail depuis plus de 15 ans par le biais de l'intérim, de CDD, sachant que bien souvent, on peut avoir un crédit inférieur à un loyer? Alors, c'est également une question qui était intéressante. Alors, la réponse, c'est oui, il existe des organismes qui prêtent dans ces conditions, et notamment le crédit foncier prête. Alors après, sous conditions, évidemment, chaque dossier est un cas particulier, mais oui, c'est possible. C'est une bonne question parce qu'en fait, on s'aperçoit de façon plus générale que on est finalement dans une société qui est en train de changer. Si notamment je prends la classe des jeunes générations, aujourd'hui on a de plus en plus de jeunes qui ne rentrent pas sur le marché du travail, forcément en CDI. Alors c'est une situation qui est souvent subie, mais c'est une situation qui peut être aussi souhaitée. On voit de plus en plus de jeunes diplômés qui aspirent davantage à créer une entreprise, à être entrepreneurs, à avoir d'autres formes de travail. Et donc, il est important que l'offre bancaire en matière de financement immobilier s'adapte aussi et puisse offrir à ces populations. Alors, c'est vrai des jeunes, c'est vrai également des seniors, par exemple, vous avez une carrière professionnelle, vous désirez, par exemple, devenir consultant. Et donc, c'est important de pouvoir offrir également à ces personnes une offre bancaire et de leur permettre toujours d'avoir accès à l'immobilier. Et donc, le Crédit Foncier, notamment, propose des offres à ce type de clientèle, et encore une fois, sous toute réserve d'un examen du dossier. Après, on est dans le cas par cas. Ouais. Et donc, ça tord le cou, en fait, à cette idée reçue qui est de dire on ne peut pas avoir de crédit immobilier si on n'a pas de contrat à durée indéterminée. On peut en obtenir. C'est plus difficile, certes, avec en tout cas en CDD ou par intérim, ou là, dans la question de Muriel, en tout cas, d'avoir des revenus réguliers, c'est quand même possible, et c'est ce que vous indiquez, Nicolas. À partir du moment où le ménage apporte effectivement la preuve d'une stabilité des revenus dans le temps, et c'est important. Il faut rassurer l'établissement prêteur. Exactement. À partir du moment où cette stabilité est avérée, oui, cela peut être possible. Très bien. Question suivante. Sylvain, merci Sylvain de la question. Beaucoup se la posent. Y a-t-il des astuces pour faire baisser le coût d'un crédit immobilier?
Alors, les astuces. Alors, les astuces. D'abord, on l'a évoqué tout à l'heure, les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. Donc, ça va être compliqué de faire encore baisser le crédit. On peut. Alors, je reprends mon exemple. Aujourd'hui, un taux à 1,50 sur 15 ans, vous allez payer pour un emprunt de 100 000, 112 000. Il y a 10 ans, vous payez 142 000. Donc, on voit qu'on est déjà sur des taux d'intérêt qui sont très bas et donc une charge d'intérêt qui est très basse. En revanche, il y a une astuce. Cette astuce, notamment, c'est pour les primo-accédants. Et à condition d'être éligible, mais enfin à peu près 70% de la population française l'est, c'est d'avoir recours au prêt à taux zéro. Ceux qui veulent acheter pour la première fois. Exactement, Oui. exactement, pardon. Et donc les pouvoirs publics proposent depuis plusieurs années le fameux PTZ, prêt à taux zéro, qui en fait offre deux avantages. Le premier avantage, son nom l'indique, c'est un prêt à taux zéro. Et puis, pas d'intérêt. Et puis, on le sait moins, c'est également la possibilité de différer son paiement pour ce prêt à taux zéro, et donc de concentrer votre mensualité dans les premières années sur le prêt dit payant. Ouais. Et ce faisant, si par exemple je prends un prêt avec un achat qui est financé à 40%, puisque c'est la quotité maximale, alors dans certaines zones c'est à 20%, si je finance à 40% avec un prêt à taux zéro, avec la même mensualité, je peux emprunter 15% de plus. Ouais. Avec le prêt à taux zéro que si j'avais recours à un prêt dit standard, à une tarification du marché. Donc il existe, notamment par recours au prêt à taux zéro, une façon de diminuer ou d'emprunter davantage pour son achat immobilier. Pour les primo-accédants, effectivement, et on peut avoir des prêts complémentaires dans certaines régions, certaines villes qui octroient justement des prêts qui peuvent se cumuler avec ce prêt à taux zéro. 40%, on peut emprunter de la somme d'un bien pour en tout cas ce qu'on appelle les zones tendues. Il y a moins maintenant, je crois que les zones B2 et les zones C rurales, c'est 20% de la quotité. C'est un tout petit peu moins intéressant. D'ailleurs, est-ce que ça va rester comme ça? On ne sait pas encore pour 2019, justement, le prêt à taux zéro. Je n'ai pas de boule de cristal, mais effectivement, c'est un financement qui permet effectivement de solvabiliser les ménages. C'est un outil puissant. Et donc, c'est un outil, un prêt qu'il faut évidemment encourager. Alors, Olivier, vous le mentionnez, c'est également parfois peu su, mais un certain nombre de collectivités peuvent proposer un prêt additionnel. Donc là, c'est le prêt à taux zéro de la collectivité locale. Et donc, vont proposer à leurs administrés d'emprunter 10, 15 ou 20 000 euros. Alors après, ça dépend des conditions supplémentaires, un prêt donc avec un taux zéro. Et c'est le cas notamment à Marseille ou du côté de Toulouse où il y a ces prêts complémentaires. Marie. Alors Marie nous pose la question, je suis en train d'acheter un bien en Bretagne, mais pour cela je dois vendre un appartement à Paris. Nous aimerions faire un prêt relais pour acheter, mais ne pouvant pas prendre d'assurance pour des raisons de santé, nous ne savons pas quoi faire. Merci pour vos conseils. Alors, à cette question, j'ai envie de vous répondre de trois façons. Bon, la première, c'est qu'effectivement, il existe des prêts relais. Le Crédit Foncier en propose, comme d'autres établissements. Alors, on rappelle le principe. Donc, le principe, c'est j'ai un bien immobilier que je vais vendre à terme. Je me porte acquéreur avant la vente du bien que j'occupe. Je n'ai pas encore vendu. Voilà. Ouais. Et donc, l'établissement financier va me prêter une somme d'argent qui correspond à une partie de la valeur de mon bien. Ça, c'est le principe du prêt relais. Deuxième élément, est-ce qu'il est possible d'emprunter sans avoir recours à l'assurance emprunteur ? C'est plus difficile, mais c'est également possible. Nous le faisons au Crédit Foncier. On le fait notamment, alors là aussi on va rentrer dans des cas particuliers, enfin, au sens où chaque offre est particulière à chaque ménage, et notamment en combinant par rapport à ce qu'on appelle des garanties hypothécaires qui vont permettre de le faire. Encore une fois, ça dépend de la situation, ça dépend également de la quotité, ou plus exactement du montant souhaité par rapport à la valeur du bien. Et puis peut-être troisième et dernier élément, il existe, et il faut le rappeler, une convention qui s'appelle la convention AERAS, donc qui permet, c'est une bonne chose, à des ménages, à des individus qui, ayant des soucis de santé, de bénéficier d'une couverture d'assurance emprunteur. Donc il y a un numéro de téléphone, une plateforme qui est dédiée pour en profiter. Donc je ne peux que conseiller donc, de prendre la tâche de cette plateforme pour bénéficier de cette offre. Très bien. Question suivante, alors question de Lavial. On dit souvent qu'en France, on a les taux d'intérêt les plus bas. Quels sont les taux dans les autres pays d'Europe
Et dans le monde, pour les principaux, y a-t-il des taux d'intérêt plus bas que chez nous en France? Bonne question, c'est pas mal ça. Alors, bonne question. Et qui dit mieux? Si Olivier, vous aviez participé, vous regardiez l'émission, je suis sûr que vous l'auriez posée. Enfin, en tout cas, vous l'avez déjà posée. Non. Ouais, alors, la réponse, c'est oui. La France est le pays européen, enfin en tout cas parmi les grandes nations européennes, où les taux d'intérêt de crédit immobilier sont de très loin les plus bas. Aujourd'hui, on l'a évoqué, on est sur des taux moyens de l'ordre de 1,50. Il faut savoir que c'est une moyenne qui est de 30 points de base, hein, donc c'est-à-dire que, par exemple, en Allemagne, je serais à 1,80. En Espagne, plutôt à 1,95. Au Royaume-Uni, à 2,05. En Italie, à 2,10%. Mais est-ce qu'on emprunte sur la valeur du bien ou sur la capacité de remboursement? Parce que là, ça dépend des pays aussi. Ça dépend également des pays, mais la France est depuis de longues années est vraiment le pays en Europe. Alors il en existe un où c'est encore plus bas, c'est le Danemark. Mais c'est le seul exemple. Mais parmi les grandes nations européennes, la France est le pays qui de très loin propose des tarifications de crédit immobilier les plus avantageuses. Et alors cette situation est également assez remarquable dans la mesure où les prêts aujourd'hui en France à 98%, donc c'est quasiment que des taux fixes. Là où on compare par rapport à d'autres pays européens où vous pouvez avoir du taux variable. Et par définition, un taux variable, en général, est inférieur à un taux fixe. Oui, c'est risqué, ça évolue en fonction du temps, de la durée. Oui, l'évolution du taux d'intérêt est prise par l'emprunteur et non par l'établissement financier. Et bien malgré ça, la France, effectivement, est le champion toute catégorie des pays européens en matière d'offres de crédit immobilier. On dit que le logement est très taxé, sans doute le plus taxé en Europe, en tout cas en matière de taux d'intérêt. Donc là-dessus, on est les numéros 1, donc c'est ça, vous nous dites. Donc on est numéro 1 en crédit immobilier, mais on l'est aussi en fiscalité immobilière. Ouais. Alors Sophie, question suivante. Jusqu'à quel âge peut-on prétendre avoir un prêt immobilier? Jusqu'à quel âge? Alors, de façon globale, il n'y a pas d'âge limite pour souscrire à un crédit immobilier. 85 ans, 90 ans, 95 ans, je peux venir et demander un crédit. Encore une fois, chaque demande est une demande particulière. Il n'y a pas d'âge limite. En revanche, il y a une âge limite en termes de couverture d'assurance, notamment une âge limite qui est pour la garantie d'essai de 80 ans. Mais il existe aussi d'autres formes de prêts. Au Crédit Foncier, nous proposons le prêt viager hypothécaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le prêt viager hypothécaire? En fait, c'est la faculté d'emprunter une somme d'argent auprès du Crédit Foncier, de mettre une hypothèque sur son bien immobilier, et le prêt ne sera remboursé. Alors, vous avez la faculté de le rembourser lorsque vous le souhaitez, ou sinon, il ne sera remboursé qu'à votre décès, et vos héritiers auront le choix soit de rembourser le crédit, ou soit de vendre le bien immobilier. Et donc, tout ou partie de la vente du bien immobilier permettra de rembourser le prêt. Donc, il existe des solutions aujourd'hui pour tous les âges en matière de crédit immobilier. D'accord, donc oui, il n'y a pas de limite en fait légale dans la loi. Non. Bon, plus on emprunte tard, plus on doit rembourser vite. En général, les durées sont plus réduites, effectivement, à 65-70 ans qu'à 30 ans, par exemple. Très bien. Chantrine nous demande, peut-on demander un prêt immobilier sans prendre l'assurance décès invalidité dans la banque où l'on a tous ses comptes et livrets et dans laquelle on a déjà souscrit une assurance vie? Alors, que répond la Chantrine? Que répond la Chantrine? D'abord, la réglementation, c'est la loi Hamon, donc effectivement autorise tout particulier donc à disjoindre la souscription du crédit immobilier et celle de l'assurance emprunteur. Pour autant, l'offre d'assurance emprunteur que va vous proposer votre établissement bancaire est par définition une offre qui est complètement adaptée à l'offre de financement. Il faut le savoir, c'est important. Et celle-ci peut aussi parfois comporter certains avantages qu'on ne voit pas spontanément. C'est pour ça qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur le tarif. Je vous prends un exemple précis. En cas d'impayé, en tout cas c'est notre politique au Crédit Foncier, lorsqu'un ménage peut rencontrer des difficultés de paiement, nous continuons à payer la prime d'assurance auprès de la compagnie d'assurance. C'est-à-dire que quand bien même le ménage, alors évidemment il va falloir qu'il rembourse, mais en cas d'impayé ponctuel, le ménage continue à être assuré. Et ça c'est un engagement spécifique au Crédit Foncier. C'est pas quelque chose qui peut s'appliquer. C'est un engagement qui s'applique au Crédit Foncier,
aussi à d'autres établissements. Mais c'est quelque chose qu'il faut savoir parce que si vous prenez une assurance emprunteur séparée, eh bien, le jour où vous arrêtez de payer, votre couverture d'assurance aussi cessera. Ouais. Alors, on rappelle, l'assurance emprunteur, on peut changer officiellement depuis le 1er janvier 2018, mais elle doit augmenter en 2019. Alors, de combien? Parce que là, les avis divergent un petit peu. De quel ordre à peu près cette assurance emprunteur? J'ai pas de chiffre en tête. Après, encore une fois, ça dépend. C'est une tarification qui dépend de votre projet, qui va dépendre de votre âge. Donc, il n'y a pas de... Donc, c'est quoi? C'est à la carte? Alors, il y a effectivement des barèmes, mais je n'ai pas spontanément d'évolution à donner sur l'augmentation des assurances emprunteurs. Il est peut-être encore un petit peu tôt, mais exact. On le saura très bientôt en tout cas. Question d'Yves. Alors, Yves nous dit, j'ai 68 ans, je voudrais emprunter 150 000 € pour financer l'achat d'un appartement dans le dispositif Pinel, donc c'est dans le neuf. J'apporte 150 000 € de mes deniers. Quelle durée d'emprunt m'est envisageable et à quel taux et avec quelle assurance décès sur 2 têtes? Là aussi, on rentre dans un cas particulier. Enfin, un cas particulier, chaque cas est un cas particulier. Ça dépendra évidemment de l'offre qui vous sera faite. Là, c'est acquisition donc d'un bien neuf qu'il souhaite 150 000 € mettre en location. Il apporte 150 000 €. Il attend un prêt de 150 000. Alors, pour répondre de façon à grands traits, mais probablement une durée de l'ordre de 10 à 12 ans. Et là aussi, de façon assez spontanée, probablement un taux qui ira entre 1,50 et 1,80 par exemple. Donc 68 ans, il peut obtenir, d'après ce que nous dit Yves, donc un prêt sur une durée de 10 à 12 ans pour un emprunt de 150 000 € dans le neuf pour compléter. En fait, il a la moitié de la somme et donc pour vous, il n'y a pas de problème là-dessus. Aujourd'hui, l'investissement locatif est aussi un financement assez classique en matière avec immobilier. un taux de quel ordre, Nicolas? Alors le taux sera probablement autour de 1,50, 1,60, 1,80. Encore une fois, tout dépendra du dossier. Très bien. Question de Mathieu. Alors Mathieu représente un petit peu, on a beaucoup de demandes en ce sens. Mathieu nous dit, je n'ai pas d'apport personnel, puis-je quand même obtenir un prêt immobilier? Alors la réponse est oui. On peut obtenir un prêt immobilier sans apport personnel. On peut même obtenir, en tout cas c'est notre politique au Crédit Foncier, un prêt immobilier en finançant également d'autres frais. Ça peut être par exemple les travaux. Donc oui, c'est possible. C'est de surcroît plus fréquent comme situation. On l'a évoqué tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a besoin d'un garant? Est-ce qu'il y a besoin de... Non, quelqu'un peut arriver comme ça, donc avoir un projet immobilier. Non, mais alors après, ce sera assis à par exemple une garantie hypothécaire, mais c'est un cas qui finalement est assez classique en matière d'accession à la propriété. Alors tout à l'heure, j'employais un mot barbare de primo-accession, donc quand j'accède pour la première fois à la propriété. Donc oui, c'est possible. En 2018, c'est même plus fréquent. On l'évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire typiquement au Crédit Foncier, combien n'avaient pas d'apport personnel au départ et ont fait une demande de prêt chez vous au Crédit Foncier? On a une partie importante. Quand je dis importante, c'est plusieurs... 5%, 10%, 20%. Alors c'est probablement de l'ordre de 15-20%. 15 à 20%. Mais alors après, ça dépend des produits, des segments. Alors c'est vrai pour l'accession. Mais c'est encore plus vrai. Alors, pour l'accession d'ailleurs, la proportion en 2018 a été plus importante qu'elle ne l'a été en 2017. On l'évoquait tout à l'heure, il y a eu une baisse des soutiens des pouvoirs publics, suppression de l'appel à l'accession, baisse du PTZ. Et donc, naturellement, les ménages ont besoin d'avoir recours à un prêt parfois sans apport. Donc ça, c'est le premier aspect. Et c'est vrai notamment en matière d'investissement locatif. Alors là, la proportion est plus importante. On fait une étude chaque année, on regarde 3-4 000 particuliers qui ont emprunté en matière d'investissement locatif, et on voit qu'en matière d'investissement locatif, en fait, c'est assez amusant parce que les ménages, alors là, on est davantage sur des ménages avec des revenus plus importants, on fait le choix par rapport au taux d'intérêt, non pas d'emprunter moins, mais au contraire parfois d'emprunter plus et donc d'acquérir des biens immobiliers de plus forte valeur, parfois et souvent même avec 0% d'apport. En tout cas, Nicolas, la réponse à Mathieu, c'est possible, on peut emprunter sans apport personnel. Question de Laure, quels sont les critères pour bien choisir son assurance emprunteur? On y revient, c'est obsessionnel, mais ça revient souvent et c'est normal, l'assurance emprunteur. Alors j'ai répondu pour partie tout à l'heure. Il y a évidemment la tarification, mais il ne peut pas y avoir que la tarification.
Je pense que c'est important. L'assurance emprunteur, c'est quelque chose qui est très important. Nous conseillons à nos emprunteurs donc, de s'assurer. Un crédit immobilier, c'est un crédit que l'on va souscrire sur une durée longue et il est important de s'assurer par rapport à un certain nombre d'aléas de la vie. Ces aléas, ils sont de différentes natures par rapport à la maladie, au décès, au chômage. Et c'est l'assurance emprunteur, quelque chose qui est un produit qui est important, qu'il ne faut pas vivre comme une prestation subite. C'est une prestation qui est importante. Et à ce titre-là, la tarification ne doit pas être le seul élément de choix. Il faut regarder la couverture qui est proposée. C'est très important de regarder ce qui est proposé. Et je vais me répéter, mais je le redis. Non, il faut le redire. Il faut aussi, dans le cas d'une assurance emprunteur souscrite avec le crédit, c'est la politique du crédit foncier, ça peut l'être aussi d'autres établissements. Eh bien, lorsque vous rencontrez une difficulté de paiement, l'assurance emprunteur et la prime est toujours payée par l'établissement de crédit auprès de l'assureur, ce qui vous permet de rester couvert pendant cette période. Très bien. Alors, question suivante, la question de René. J'ai un prêt immobilier à la Banque Postale, souscrit en 2008, dont les intérêts sont déductibles. Serait-il avantageux de le renégocier pour obtenir un taux plus avantageux afin de réduire la mensualité ou la durée ou de solder le crédit? Qu'est-ce qui est plus intéressant? Alors, 2008. 2008. Alors 2008, on a probablement deux situations. J'ai en tête 2007-2008, on avait la possibilité à ce moment-là de souscrire des prêts avec des intérêts déductibles. Donc peut-être René dans cette situation-là. Et puis autrement, le second cas de figure, c'est le déficit foncier, c'est la possibilité, donc, notamment en matière d'investissement locatif, donc de déduire ces intérêts. Je suis en 2008. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, et c'est une question générale On était autour de 5% en moyenne à peu près. On était autour de 5%, mais ce qu'il faut voir en matière de renégociation de crédit, c'est que c'est une règle mathématique, mais lorsque vous empruntez, la part des intérêts est plus forte au début du financement qu'elle ne l'est en milieu ou en fin de crédit. Et donc, 2008, on est à 10 ans. Admettons que ce soit un crédit sur une durée de 15 ans. La part dévolue aux intérêts dans la mensualité, aujourd'hui, est extrêmement réduite. Donc, le gain que va faire René par rapport à son crédit souscrit il y a 10 ans, il faut regarder par rapport à l'inverse aux frais inhérents à une renégociation. Donc ces frais, c'est l'indemnité de résiliation anticipée qu'il faut payer à l'établissement bancaire et puis également les frais de dossier de souscription du nouveau dossier. Et donc il n'est pas du tout certain que cette opération soit intéressante. Donc pas se précipiter en disant finalement c'est évident qu'à l'époque c'était beaucoup plus cher. Donc s'il n'a pas renégocié, qu'il faudrait qu'il le fasse maintenant. Donc prudence, évidemment, ça se regarde dans le détail, j'imagine, parce que là on n'a pas effectivement sur la question de Mathieu à savoir à quel taux exactement déjà il avait emprunté. Et puis un autre aspect, si par exemple on est dans le second cas qu'on évoquait tout à l'heure, si on est dans une déduction fiscale par exemple en matière d'investissement locatif, ce qu'il faut regarder aussi, c'est que c'est une part qui est déduite des impôts. Donc là aussi, il y a un équilibre global à l'opération qu'il faut regarder de près. Question d'Ethan, justement, qui demande à quel niveau est-il intéressant de renégocier son crédit? On en revient encore. À quel niveau alors, même combat. En fait, le sujet en termes de renégociation, c'est le moment où vous le faites. Si vous êtes en début de crédit, ça veut dire que la somme des intérêts dans le prêt à rembourser est plus importante qu'elle ne l'est ensuite en milieu ou en fin de contrat. Donc le sujet, il est surtout celui-ci. Il n'est pas sur le taux, parce qu'on dit généralement, on entend souvent qu'en fait, il faut qu'il y ait au moins un point d'écart entre le moment où on a souscrit et qu'on a pris ce taux d'intérêt, par exemple, qui était à 2,50, aujourd'hui à 1,50, voilà, il faut minimum qu'il y ait un point d'écart pour que ça devienne intéressant. Autrement, s'il n'y a pas ce point d'écart, c'est pas intéressant. C'est ce que disent souvent les courtiers dans beaucoup d'interventions. Est-ce que vous souscrivez Alors, je ne souscris pas forcément à cette analyse. Dans la mesure, en fait, encore une fois, ça dépend du moment où vous vous trouvez dans la durée du crédit
Et donc, pour certaines opérations, il n'est pas du tout intéressant de renégocier. Et de surcroît, on arrive à une période où, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, mais les taux d'intérêt sont très bas depuis plusieurs années. Donc, les situations dans lesquelles on a intérêt à renégocier sont de plus en plus rares par rapport à, effectivement, la baisse qui est intervenue en 2008, 2009, 2010, où là, effectivement, il pouvait y avoir des effets d'aubaine qui ne se représentent pas forcément aujourd'hui. Allez, on a juste le temps de prendre la dernière question, question de Valérie. Comment calculer son pouvoir d'achat immobilier? Le ratio prix du bien et crédit avec remboursement de l'emprunt suffit-il? Alors, très bonne question aussi. Il ne suffit pas. Un achat immobilier, c'est un achat global et il faut prendre en compte d'autres frais. J'acquiers un bien immobilier, il faut prendre en charge par exemple ce qu'on appelle les frais de notaire. Alors, droit de mutation à titre onéreux, hein, si j'étais là, les notaires seraient furieux. Mais ils ont raison de l'être, hein, puisque l'essentiel de ces frais, effectivement, c'est une taxe, c'est un impôt qu'on acquitte. C'est pas un impôt minime, hein, donc il faut le prendre en compte. Et puis de façon plus globale, il faut avoir une approche de son budget immobilier sur la durée et qui englobe tous les frais. Alors tous les frais, j'achète un bien immobilier dans une copropriété, encore faut-il que je regarde le niveau des charges pour savoir combien je vais payer chaque mois. Encore faut-il que je regarde également s'il y a des gros travaux à faire. Est-ce qu'il y a un ascenseur à refaire? Est-ce qu'il y a un ravalement à refaire? Et donc ce ravalement va appeler des appels de charges supplémentaires. À l'inverse, j'achète une maison individuelle à 20 ou 30 km autour d'une grande agglomération, je vais avoir des frais de transport supplémentaires. Donc là aussi, il faut que j'intègre ces frais une véritable enquête à mener, effectivement, Nicolas. Le prix du bien et le taux d'intérêt ne suffit pas. Il faut prendre en compte en fait tous ces frais annexes supplémentaires. Ça passe par les travaux, ça passe par l'anticipation bien sûr budgétaire, par la copropriété. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour avoir une vision globale en fait de la valeur du bien. En fait, il faut se projeter sur plusieurs années, regarder tous les composantes, enfin tous les gros postes de son budget, et à partir de là de trouver un bon équilibre entre la mensualité qui vous correspond, mais qui permet aussi de continuer à bien vivre, et la durée. Et donc c'est un savant équilibre entre mensualité et durée qui vous permettra donc de souscrire au mieux le meilleur crédit immobilier. Eh bien, merci beaucoup. Merci Olivier. Merci Nicolas Pécourt, qui était notre invité aujourd'hui dans ces Clés de l'IMO spéciales financement. Ça s'est bien passé. Vous reviendrez peut-être? Avec plaisir. En tout cas, vous êtes invité, vous êtes ici chez vous. Merci à vous les internautes qui avez posé beaucoup de questions. On en a de plus en plus tout au long de la semaine pour ce rendez-vous, les clés de l'IMO, les clés de l'immobilier. Chaque vendredi entre 13h et 13h30, vous aider à décrypter le marché et puis à prendre des bonnes décisions, vous qui vous posez beaucoup de questions pour acheter, pour vendre ou pour investir. Voilà, on vous souhaite un très bon week-end et on vous dit à bientôt pour une prochaine édition des Clés de l'IMO.